le problème de la gouvernance algorithmique. Gouvernance algorithmique, c'est une forme de fabrication, finalement, d'imposition d'un certain modèle social qui pourrait s'apparenter à une forme de crédit social à la chinoise, où on vous dit, finalement, ce que vous devez dire, ce que vous devez penser, etc. Parce que derrière tout ça, il y a aussi la fabrication d'une certaine réalité, il y a une certaine forme de manipulation, ce qui nous conduit vers des dérives totalitaires, complètement totalitaires. Il n'y a pas de liberté quand un algorithme décide finalement de ce qui doit être vu ou lu ou même être entendu. Il n'y a pas de liberté dans cela. Bonjour tout le monde, merci d'être sur Nexus, le magazine des libres penseurs. Et aujourd'hui, on va parler d'IA. On adore parler de ça, d'intelligence artificielle. Je suis avec Laurence Vaky, notre chroniqueuse récurrente chez nous à Nexus. Et on est avec l'auteur de IA, Illusion d'avenir, l'enseignante chercheuse à l'université en informatique, Emmanuelle Darle, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Romain, bonjour Laurence. Bonjour Emmanuel. Juste avant qu'on commence, je rappelle, le dernier Nexus est en kiosque. On est un des seuls magazines de libres penseurs en kiosque, donc n'hésitez pas à aller le trouver près de chez vous ou sur nexus.fr. Parlons d'IA. Pourquoi, Emmanuel, ce sujet, qu'est-ce qui t'a mis là-dedans ? Alors ce sujet, en fait, c'est un sujet dans lequel je dispose en fait de l'expertise et de la compétence, parce que je suis docteur en informatique dans un laboratoire CNRS spécialisé dans l'IA, spécialisé notamment dans l'imagerie médicale. Et j'ai tenu vraiment à écrire ce livre. C'est un projet de longue date, qui date même avant les années Covid. Ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir exposer en fait au grand public les véritables dangers, les véritables enjeux qu'il y a autour de ces intelligences artificielles qui sont vouées à être intégrées totalement dans notre société. Donc pour moi, c'était un point important de pouvoir laisser aussi une trace, de pouvoir transmettre également mes connaissances sur ce domaine-là, sur ce sujet-là, concernant également des problèmes autour de l'éthique. De l'éthique du développement de l'intelligence artificielle en France, en Europe, mais aussi au niveau international. Et donc voilà. Et c'est là où c'est intéressant, notamment on en parlait hors micro, c'est que tu parles des dangers, mais tu parles aussi des enjeux ou des possibilités, parce que ça reste un outil, et il y a des choses intéressantes dans l'IA, il n'y a pas que des dangers. Et donc voilà, tu t'intéresses un petit peu à tout ça. Oui, alors mon discours n'est pas technophobe, parce que moi je suis avant tout une amoureuse de la technologie. J'ai allumé mon premier ordinateur, j'avais 11 ans, j'ai commencé à programmer, j'avais 14 ans. Je suis passionnée par la technologie, mais pour autant, je crois qu'il y a des véritables questions sur comment est-ce que finalement on peut utiliser la technologie au service de l'être humain, au service du progrès, et puis au contraire, si on intègre trop la technologie sans même réfléchir, on risque forcément au bout d'un moment aller dans un mur. C'est aujourd'hui un peu ce qui se passe quand, par exemple, vous avez des développements qui sont faits sur des IA génératives, etc., ou même sur des IA dans un but régalien, dans un but militaire. À un moment donné, se posent des questions éthiques. Et ces questions éthiques, aujourd'hui, elles n'ont pas les réponses qui sont apportées par ces grandes entreprises qui les développent. Donc forcément, il y a quand même un biais. Et, c'est un problème de technologie, même plus en général que de l'IA même. C'est une question qui se pose juridique, oui, en fait. C'est l'encadrement, en fait, justement, l'encadrement à travers les normes qui peuvent exister ou alors les normes qui restent à inventer pour justement encadrer ces déploiements dans tous les secteurs. Et ce livre adresse surtout la question, à un moment donné, de savoir finalement, d'abord, quelle est la notion finalement derrière tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, au demeurant, qui peut être deux termes assez paradoxaux. Quelle est finalement, qu'est-ce que la société peut en sortir de bon, et puis sinon,
en fait, quels sont les dangers inhérents qui vont se présenter à la société. Je parle beaucoup de discrimination, d'inégalité dans différents secteurs, l'emploi, la justice, l'éducation, la santé, parce que effectivement, tous les rapports, toutes les études qui portent notamment sur les biais donnés, sur les modèles, etc., permettent de mettre en exergue que nous avons affaire à des technologies qui peuvent catalyser les inégalités qui sont présentes dans la société. Donc finalement, à partir de là, où peut se situer le débat citoyen, où peut se situer le débat public, c'est vraiment la question que j'adresse dans ce livre. Alors comment ça se matérialise ces inégalités au travers de l'IA? Alors, je prends par exemple, à travers le secteur de l'emploi, vous avez par exemple des sociétés qui utilisent des systèmes de ressources humaines il y a eu l'affaire notamment d'Amazon. L'IA qui avait été utilisée par Amazon favorisait les CV hommes plutôt que les CV femmes. Parce que l'IA avait appris que CV homme est égal bon CV et CV femme, pour des raisons, pour un tas de raisons, selon elle, était égal à mauvais CV. Donc ça, évidemment, vous avez forcément une inégalité derrière. Si on prend par exemple le secteur de la justice, il y a eu des études qui ont démontré formellement, de façon très très rigoureuse, que les systèmes par exemple d'aide à la prédiction de risque de récidive pouvaient comporter des biais, notamment racistes. C'est-à-dire conduire à surestimer pour certaines minorités et sous-estimer au contraire pour les classes majoritaires. Ce ne sont pas les IA traditionnels dont on entend beaucoup, c'est des IA professionnels utilisés par ces entreprises? Oui, en fait, alors c'est pas une question de secteur professionnel ou particulier, c'est vraiment une question on va dire, de pensée. C'est-à-dire qu'une IA se nourrit de données. C'est la matière première que vous injectez à votre IA. Ces données-là, elles comportent des sous-représentations dans certaines classes. Par exemple, dans le cadre de la santé, il faut savoir que les IA, la plupart du temps, sont entraînées avec un corps normatif, qui est le corps en fait de l'homme blanc, 30 ans, etc. Voilà. Et donc, si vous sortez un peu de ça, si vous bougez un peu les curseurs, malheureusement, vous pouvez vous retrouver avec des aberrations, voire même parfois des hallucinations. Vous avez par exemple le système Watson Health qui a été utilisé dans certains hôpitaux au Royaume-Uni, qui avait fait par exemple des mauvaises prescriptions médicales pour certaines classes minoritaires. Vous avez, il y a une étude qui est sortie il y a à peu près 2-3 mois, qui a estimé que dans 99% des systèmes de santé liés à l'IA, vous avez des biais de données. 99%. Donc on est, autant dire 100%. Je sais même pas où ils ont situé le 1%, très sincèrement. Pour me rassurer, peut-être. Pour nous dire, bon, peut-être, vous aurez de la chance un jour. Faire partie du 1%, ouais. Oui, donc en fait, on appelle intelligence, mais il n'y a aucune intelligence derrière. En tout cas, il n'y a aucune neutralité. C'est-à-dire que c'est décidé soit par rapport à des données qui sont références à du passé, soit par rapport à des programmateurs. Mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'au nom du secret, on ne sait pas comment c'est programmé en réalité. Alors, c'est pour ça que je voulais... Attendez, parce que je pense qu'il ne faut pas mettre toutes les IA sur le même pied. C'est-à-dire que c'est souvent le problème. Ah, je vois Emmanuel sourire. C'est-à-dire que là, ce que vous dites, là, ce que vous venez de dire, Emmanuel Darle, sur le sujet, ne parle pas de toutes les IA qu'on a aujourd'hui. On voit, il y a d'autres problématiques, même avec Grok, mais où ça va être différent. GPT, qui est un des plus connus, va être moins biaisé va être plus libre sur son algorithme. Je vois que vous faites la... Non, parce que je suis pas d'accord avec ça, parce que conceptuellement, c'est le problème de toutes les IA. Moi, pour l'avoir travaillé, c'est quand même très très libre dans le propos, quoi. Oui, mais si vous, par exemple, vous posez la question à ChatGPT, est-ce que les vaccins sont sûrs et efficaces ? Il va vous répondre oui. Parce qu'on lui a appris. Non, il n'est pas aussi vaccins, catégorique du tout. Ça, c'est pas vrai. Alors peut-être que ça a évolué, ça je n'en doute pas. Oui, ouais. Mais pour autant, oui, parce que peut-être qu'il y a eu peut-être des retombées justement en lui disant bon, calme-toi parce que là tu fais le jeu de certains industriels. Mais pour autant, vous avez ce problème de biais de données en fait. C'est-à-dire qu'en fait on lui apprend une certaine idéologie
les concepteurs, les développeurs, en fait, ont leur propre idéologie. Cette Laurent, je vois, t'arrêtes pas de me regarder. idéologie, ces préjugés Ouais. passent par justement le choix de certaines données. Et vous pouvez faire le choix de dire, écoutez, moi je vais essayer d'intégrer les données les plus larges possibles. Et là où j'ai finalement des problèmes de représentation, là où je sais pas très bien, je vais les synthétiser. Ça a déjà été tenté et ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait, ça consiste à faire une extrapolation depuis quelque chose de, on va dire, de surreprésenté. Donc, vous allez aboutir en fait à des aberrations. Donc, il n'y a pas de solution en fait. Et si bien que ce problème-là, il est reconnu même au niveau des instances européennes. Vous prenez par exemple l'AI-Act. Dans l'AI-Act, on vous dit, les États membres, on va dire, membres de l'Union européenne, n'ont pas le droit de déployer une intelligence artificielle dans le domaine public si celle-ci comporte des biais de données. Mais faut-il savoir encore si l'intelligence artificielle en question comporte des biais de données? Pour ça, il faut faire un audit. Mais s'il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de biais de données. C'est comme si vous dites, il n'y a pas de déclaration des faits indésirables, donc il n'y en a pas. Voilà. Donc, c'est là, en fait, où est toute la manipulation, en fait, du propos. La manipulation, elle vient toujours de dire que tout ce qui est chiffré quantitatif serait exact, alors que l'on fait ce qu'on veut avec les chiffres et on fait dire ce qu'on veut avec les chiffres. Et qu'en plus, comme l'IA ne ressent pas, donc elle va pas sentir qu'elle s'est trompée, voilà. Et si elle s'est trompée, effectivement, elle peut rechercher pour améliorer, mais pour autant, elle n'est pas coupable en plus de se tromper. Qui est coupable quand elle se trompe ? Exactement, et ça c'est vraiment une question fondamentale que j'adresse dans ce livre, c'est-à-dire que finalement la responsabilité souvent est dévoyée sous la forme d'une certaine opacité algorithmique, et les preneurs de décision finalement, ceux qui ont mis en place, ceux qui ont conçu, ceux qui ont développé, ceux qui ont commercialisé, ceux qui ont utilisé, finalement à la fin on aboutit à une chaîne de responsabilité qui est tellement diluée qu'il n'y a plus de responsables. Donc s'il n'y a plus de responsables, il n'y a plus de coupables. Voilà, on pourrait dire oui, mais responsable mais pas coupable, peu importe. Mais tant est-il que si par exemple dans le domaine médical ou dans le domaine de la justice, si une IA se trompe, finalement, à la fin du jeu, qui paye ? En fait, personne. Et c'est là en fait où est fondamentalement un problème. Il y a un flou juridique actuel au niveau de cette question-là. Mais derrière ça, c'est que ces IA imposent des normes, un cadre normatif, donc à travers finalement une certaine modélisation du monde, et ce cadre normatif conduit inéluctablement à une forme de gouvernance algorithmique. Donc finalement, on perd la notion de liberté, on perd la notion de vérité, finalement même la notion de douter. Je reprends par exemple souvent l'exemple de certains utilisateurs Twitter qui posent une question à Grok, qui la postent et qui disent « Regardez, c'est vrai, parce que Grok le dit. » C'est quand même... non. Mais ça, c'est pas qu'un problème d'IA, là, c'est un problème de comment on utilise ces plateformes-là. Là, pour, du coup, l'avocat du diable sur ce que vous dites là, il y a énormément de sujets où quand tu demandes les zones d'ombre sur certains gros sujets, que ce soit sur la pseudo-histoire des armes de destruction massive qui est une des plus grandes thèses complotistes avérées au début des années 2000 par le gouvernement américain, ou si tu lui demandes sur le 11 septembre, si tu lui demandes sur les assassinats de Malcolm X et Martin Luther King, si tu lui demandes sur les zones d'ombre qu'il y a là-dessus, pas pour prendre pour acquis. Oui. C'est là où il y a un problème plus d'éducation pour moi que d'IA. Parce que sur ces sujets-là, l'IA va aller beaucoup plus loin que même la plupart des journalistes libres, va aller beaucoup plus loin que Wikipédia, j'en parle même pas, Google, j'en parle même pas. Donc, pour moi, l'IA, au niveau du travail informationnel qui peut être fait en termes de documentalisme de premier degré, c'est-à-dire ce que tu vas aller voir pour t'orienter, est beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait jusque-là dans le passé. C'est pour ça que de juste taper sur les points qui ont été mis là, je suis pas sûr. C'est plus un problème humain que vous soulevez, où effectivement, que le gars aille voir une page Instagram et puis dit tiens, l'influenceur, il a 30 000 abonnés, ça veut dire qu'il a raison. C'est des trucs que j'ai entendus. Oui. Ça, c'est un problème. Mais c'est pas la faute à Instagram. C'est le problème de l'être humain. Tout à fait. Alors, il y a forcément un biais systémique
dans notre propre façon de fonctionner. Je conçois que vous l'utilisez notamment à des fins, par exemple, encyclopédiques. Finalement, ça vous remplace une forme d'encyclopédie parce que vous avez accès à des informations, etc., qui vont beaucoup plus loin que Google. Et ça, moi, très sincèrement, je l'utilise pas aussi spécialement, comme ça. mais le peu que j'ai utilisé, je vois Oui, qu'on ne peut pouvez pas être si catégorique sur l'IA et Non, dire mais ça, juste des biais. on va dire que c'est une autre forme d'utilisation. Cette forme d'utilisation, elle est principalement à des fins informationnelles, mais tant est-il que ça peut vous enfermer aussi dans un certain futrabule, dans la mesure où l'IA va vous présenter une certaine forme, finalement, de la réalité, en vue, évidemment, de maximiser votre engagement. Parce qu'il faut bien comprendre que y a des fins, il y a une finalité de toujours maximiser votre engagement pour que vous l'utilisiez sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Si vous lui dites, par exemple, moi, j'adore les vaccins, je me vaccine tous les jours, et vive Bill Gates, et que vous lui dites, qu'est-ce que tu penses de Bill Gates? Il va pas vous dire la vérité. Enfin, il va pas vous dire le message inverse, parce que vous allez vous braquer. Et donc, vous allez fermer votre PC, vous n'allez plus jamais y retourner. Donc, c'est pas dans l'intérêt. Faut bien comprendre qu'OpenAI, comme par exemple Microsoft avec Gemini, ou bien d'autres, Grok avec Twitter, etc. OpenAI, c'est une association à but lucratif. Toutes ces sociétés-là, leur but, c'est de faire de l'argent. Pour faire de l'argent, elles doivent maximiser votre engagement. Donc vos données. Oui, vos données, mais également vous amener finalement à vous fidéliser dans l'utilisation. Donc, c'est pas dans leur intérêt finalement de vous braquer. Et moi, je par exemple soulever l'affaire du jeune là, où ChatGPT a donné la méthode pour faire un nœud coulissant afin qu'il se suicide. Si ChatGPT lui avait dit, il devait vraiment être dans un état psychologique extrêmement dramatique. Mais si ChatGPT lui avait donné de l'espoir, etc., peut-être que finalement, il aurait fermé son ordinateur et il aurait trouvé, peut-être, comment faire un nœud coulissant ailleurs. Mais pour autant, ChatGPT, là, en fait, où ChatGPT devait dire non, tu es jeune, etc., il y a des solutions, je vais te donner de l'espoir, ChatGPT lui a délivré la façon dont il pouvait faire un nœud coulissant pour se pendre. La réalité, c'est ça, en fait. Donc, est-ce qu'on peut parler d'éthique ? Il l'aurait trouvé sur Google. Il aurait trouvé sur Google, mais c'est différent. C'est différent pourquoi ? Parce que là, en fait, quand vous parlez à une IA, s'instaure souvent une espèce de relation de confiance. C'est que, pour certains, moi, j'ai entendu très récemment, c'était une vieille dame qui est toute seule depuis des années. Elle me disait, elle se confiait à moi en me disant, vous savez, moi, le soir, j'ai personne. Eh ben, je parle avec ChatGPT, ça me fait du bien. Moi, je trouvais ça profondément triste, si vous voulez. C'est ça le gros problème. Exactement. Là, c'est encore un problème de société. Et ça pose... Oui, c'est un problème de société. Mais c'est un problème de société aussi qui est... Enfin, ce problème, il grandit aussi parce que déjà, on n'a pas de réponse par rapport à la souffrance psychologique qui existe au sein de notre société, à cause également d'une certaine forme de violence, de manipulation, etc. Et j'en passe. Je pense qu'il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes. Et Laurence en parlera certainement mieux que moi. Mais... il y a cette relation de confiance qui se fait entre l'utilisateur et le programme. Et quand vous êtes dans cette relation de confiance, que vous avez quelqu'un de confiant qui vous donne la recette, en fait, pour mourir, eh bien, en fait, c'est pas pareil que si vous allez parcourir des pages pour essayer de le trouver. C'est absolument pas la même portée, en fait. C'est pas la même symbolique. Et ces IA, au contraire, au lieu de promouvoir l'espoir, etc., promeuvent une certaine forme de bien-pensance qui va parfois aller vraiment dans votre sens pour aller... moi, je vous jure, faites le test. Non, mais moi, justement, ça m'avait amusé d'aller comparer les différents courants philosophiques
avec ChatGPT pour voir ce qu'il avait, comment il processait ces histoires-là. Et au final, il est extrêmement plus... pour prendre GPT, par exemple, Oui. j'étais surpris de voir quelque chose qui allait te comparer Nietzsche et Thoreau, qui allait reprendre les courants... au niveau philosophique, il n'y a rien de plus... Non, bah après, j'ai pas envie de défendre l'IA, c'est juste... non, parce que je vais... Mais on peut pas dire que l'IA n'est pas positif. Ah non, mais c'est pas du tout mon discours. Mon discours, il est pas de dire c'est pas positif, c'est que négatif, etc. C'est pas du tout mon discours. Mon discours, il est là dans un but de vigilance active. Il est juste pour dire attention, il y a des problèmes, il y a des dangers, il peut y avoir des dérives. Et si on fait pas attention, si on ne pose pas à un moment donné un cadre éthique, si on ne se réempare pas du débat public, finalement, les décisions qui seront prises par ces grandes sociétés s'imposeront inéluctablement au sein même de la société sans être elles-mêmes avoir été interrogées sur ce qu'elles souhaitent. Et derrière se pose aussi, je l'aborde dans un des chapitres, le problème de la gouvernance algorithmique. Gouvernance algorithmique, c'est une forme de fabrication, finalement, d'imposition d'un certain modèle social qui pourrait s'apparenter à une forme de crédit social à la chinoise, où on vous dit, finalement, ce que vous devez dire, ce que vous devez penser, etc. Parce que derrière tout ça, il y a aussi la fabrication d'une certaine réalité, il y a une certaine forme de manipulation, ce qui nous conduit vers des dérives totalitaires, complètement totalitaires. Il n'y a pas de liberté quand un algorithme décide finalement de ce qui doit être vu ou lu ou même être entendu. Il n'y a pas de liberté dans cela. Oui, si tu causes, en fait, c'est toute une sorte de QCM finalement. Donc, on va dire que si tu réponds ça, tu as bien répondu, etc. On voit quand on est à l'école, on rend un devoir, et puis le prof va corriger avec sa subjectivité forcément. Et puis tu vas aller voir le prof et dire je suis pas d'accord avec la note ou quoi que ce soit. Tu vas discuter, mais avec l'IA, tu discutes pas. L'IA, elle décide que c'est. Encore une fois, c'est pas vrai ça. Non, mais si c'est l'IA qui est. Attends, Ouais. Ce que je veux dire, c'est que si demain, parce que ça c'est possible et c'est en cours, que l'IA remplace le prof, c'est dans ce sens-là. Ah oui. C'est pas du tout le fait. Alors, Encore une fois, oui. par rapport à C'est un l'IA, problème il y a. d'être humain. Voilà, il y a deux choses aussi qui c'est important de savoir, et c'est là où le livre est très important d'Emmanuel, c'est de savoir comment sont collectées les données. Parce que c'est effectivement nous qui nourrissons par nos questions, par nos interrogations, c'est-à-dire qu'on est le sang, on est le sang de l'IA. Donc suivant comment on pose les questions et tout, elle va évoluer, puis suivant le programme initial, etc. Mais qui possède ces données ? Qui le fait évoluer, c'est là. Qui les fait évoluer, et le mêmes. problème aussi, c'est pas tellement aussi qui, c'est que personne d'autre ne peut, à condition d'avoir certaine capacité financière. Donc la sélection de ceux qui vont programmer, de ceux qui auront les plateformes, elle se fait uniquement sur l'aspect financier. Quand on est déjà aujourd'hui dans une société avec des ultra riches qui décident de tout, donc c'est eux qui vont décider. Faut aussi, dans une société qui est complètement dérégulée au niveau de l'état de droit, où on trouve normal que bientôt la justice, il y aura une justice prédictive, tu auras une intention déjà en œuvre. Voilà. Déjà en œuvre. Donc, et qui va décider que tu as l'intention de ? Ça va être par rapport à tel et tel critère soi-disant objectif qu'on va dire que tu as l'intention de tuer ou de voler, ou parce que tu touches tel minima social, donc forcément tu vas... Voilà. C'est vraiment l'utilisation qui en est faite d'un outil extrêmement puissant, mais d'autant plus dangereux quand on suppose que cet outil est neutre, objectif, comme l'est une équation mathématique. C'est vraiment ça. Et puis, c'est vrai qu'on est dans une situation aujourd'hui un peu inquiétante de personnes déconnectées qui ont tout pouvoir quand même. Là où je disais, pour répondre, parce que tout à l'heure, tu dis effectivement qu'on ne peut pas discuter avec l'IA. Là où c'est intéressant, c'est que si tu prends l'IA, encore une fois, premier degré, ça peut effectivement être ridicule, comme vous venez de le dire. Mais si tu commences à essayer de débattre et à lui remettre aussi d'autres informations, c'est là où ça devient fini. C'est là où c'est intéressant. Mais parce que là, vous parlez des... Attends, j'ai pas fini mon exemple. Excuse-moi. Parce que du coup, là-dedans, c'est une fois, je travaillais sur la question de Zelensky qui aurait acheté des hôtels à Chypre, par exemple. Ouais. Premier truc, effectivement, il te sort le baratin mainstream là-dessus.
Donc là, effectivement, tu as raison. Mais par contre, si toi, tu vas chercher les informations que tu as et que tu lui dis, tiens, est-ce que tu peux regarder ce site-là? Il disait non, ça vient d'un site chypriote, complotiste, machin chouette. Je suis allé voir le site et je lui dis, je lui mets les sources aussi. Je lui redis, tiens, regarde, disons, tous les journalistes de ce journal chypriote ont des Twitter, etc. C'est quelque chose de suivi. C'est pas quelque chose de loufoque, Sort du chapeau. comme disaient les médias traditionnels français. Ouais. Et là, l'IA processe l'information que je lui donne et dit, ah oui, tu as raison, effectivement, là-dessus. Donc, en fait, je savais que j'avais raison, donc je n'ai pas besoin de l'IA pour ça. Ce qui m'a intéressé, c'est que l'IA a reprocessé les sources, et donc on a toujours la main mise, nous, sur les sources qu'on va lui donner. Oui, mais Et si tu fermes la session, tu fermes ta session, tu ouvres une autre session avec un autre compte, tu lui reposes la même question, Et il va oublier. il va refaire la même réponse. Mais c'est pas grave, parce que toi, tu vas refaire le même travail avec les sources, et il va te redonner le même résultat. Oui, mais là, en fait, on voit bien que, en fait, il s'intègre juste pour maximiser, en fait, la réponse, pour aller coller le plus dans le Dans ton sens de sens. l'utilisateur. Hmm. Comme il va, en fait, imiter certaines émotions. Si vous lui dites, ah, je suis hyper triste. Ah oui, tu as raison d'être hyper triste. Ah, je suis hyper joyeuse. Ah oui, tu as raison, c'est très bien d'être hyper joyeuse parce que ceci, parce que cela. Enfin, vous voyez, c'est toujours cette forme. Et c'est très manipulatoire, je trouve. Moi, j'en joue beaucoup j'en ai joué beaucoup avec lui à un moment donné. Et j'ai vu vraiment toutes les... Enfin, c'était presque grotesque, en fait. Avec l'IA. Oui, notamment avec GPT et même... Alors, Grok, il est un petit peu à côté de pompe. Lui, c'est plutôt genre Jens qui parle en 3 phrases, nana, et puis balance, Et voilà. jamais l'IA ne disait non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas éthique, etc. Si, mais après, hop, Donc il va pas tout tac. le temps te caresser dans le Si, parce qu'après, il revenait après pour aller s'accorder finalement avec ce que je lui disais. Et c'est là vraiment où c'est extrêmement manipulateur parce que vous pouvez très bien lui dire une personne, je sais pas, demain vous prenez une personne en disant bah oui, j'ai été virée parce que voilà, je suis une ancienne employée d'Amazon, j'ai été virée parce qu'Amazon m'a remplacée par une IA. Et va vous dire quoi? Ah, je suis désolée pour toi. Si tu veux, on peut en parler. Est-ce que tu veux qu'on rédige quelque chose, machin, etc. Mais jamais il dira, bah non, en fait, c'est pas éthique. Il y a un problème, en fait. Et même moi, limite, on devrait me débrancher. Enfin, jamais il dira ça, parce que, forcément, vous allez pas maximiser. Il va pas maximiser l'engagement. On est dans cette société aujourd'hui, comme Laurence l'a souligné très bien, du monde de la data. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, même à une IA, tout ce que vous faites, le moindre clic, le moindre site sur lequel vous allez, tout est consigné. Aujourd'hui, par exemple, ce que je dis souvent, Google, c'est 8,3 milliards de requêtes par jour. 8,3 milliards. On n'est pas sur 1 million. Donc, vous voyez un peu, vous avez en fait une espèce d'une montagne de données qui sont cooptées par des entreprises privées qui entraînent des IA pour derrière, après, essayer à des fins de profit économique, au prétexte que en fait l'intelligence artificielle serait plus intelligente que l'intelligence, on va dire, humaine, tente d'imposer une certaine idéologie sociétale dans la société qui rejoint parfaitement le transhumanisme. Quand vous avez des personnes comme Laurent Alexandre qui va sur un plateau télé un soir face à Michel Onfray pour vous dire demain on pourra mettre des puces dans la tête des enfants qu'on trouvera pas assez intelligents. C'est ça en fait le monde de demain. C'est quoi l'intelligence? Parce qu'en fait, toutes ces personnes qui parlent d'intelligence artificielle, et c'est ce que moi je note dans ce livre, d'abord c'est quoi l'intelligence? Parce que est-ce que l'intelligence déjà peut être computationnelle? À la base, c'est la question. Est-ce qu'elle est modélisable? Est-ce qu'elle est simulable? Est-ce que en fait, si vous lisez certains auteurs, notamment spécialisés dans l'intelligence artificielle, je parle par exemple de Terry Winograd, qui est l'un des fondateurs historiques de l'intelligence artificielle, qui vous dit qu'il n'y a rien d'intelligent dans l'intelligence artificielle. Donc à partir de là, est-ce qu'on peut parler vraiment d'intelligence? Et à un moment donné, je pense qu'on est dans une société qui
qui est tellement fasciné par la technologie qu'il la regarde avec un peu, vous savez, comme un enfant regarderait le Père Noël, qu'on en oublie finalement que ça reste juste une chose qui pourrait très bien, pourquoi pas, oui, permettre, par exemple, de désengorger les tribunaux pour certaines affaires très simples. Vous avez un conflit de voisinage, le chien, il arrête pas d'aboyer, ça gêne, etc. Est-ce que, il y a besoin vraiment d'un juge si toutes les preuves sont accumulées, etc. On pourrait dire dans des cas hyper simples, avec le bouton, toujours le bouton sous la main du juge. Par contre, c'est l'humain qui valide la décision. C'est pas une IA. Donc pourquoi pas ? Mais l'idée, en fait, qu'on s'en fait, et quand vous regardez, par exemple, l'agenda 2030, quand vous regardez l'écosystème qui est créé autour, par exemple, de l'identité numérique, de chat control, etc., l'idée, finalement, du tout contrôle par la gouvernance algorithmique du citoyen s'impose de plus en plus. Elle est tellement flagrante, finalement, que aujourd'hui, pour résister, il ne reste plus grand-chose parce qu'on a tellement délégué, on s'est tellement désinvesti de ces questions-là aussi, parce il y a un problème d'éducation numérique. Il y a à peine 15% des citoyens français qui savent ce que c'est qu'un algorithme. Moi, j'en veux à personne, et c'est normal. Mais on n'a pas expliqué, en fait, aux gens comment raisonner un algorithme. Donc forcément, en fait, on a l'impression, on est fasciné par quelque chose qu'on ne connaît pas. Moi, je pense que ce qui est intéressant à faire comme expérience pour comprendre ce qu'est l'IA et sa latitude et le fait qu'elle est un outil et certainement pas une capacité décisionnelle, c'est comme ça que ça c'est utilisé, malheureusement. C'est bien de ces dérives-là qu'on parle, oui. Au niveau de la justice, au niveau de l'école, au niveau de Parcoursup, par exemple. Oui, tout à fait. Toi, tu crois que tu fais 3 vœux et puis que quelqu'un d'intelligent ou d'empathique va utiliser, c'est la non-empathie absolue. C'est quand même. Donc, ce que je disais, c'est de tester, de demander à l'IA, donc Grok, GPT, qui je suis. Alors, pas qui je suis dans l'absolu, qui, moi, Laurence Vaky, ou Romain, ou Emmanuel, quel est son avis ou quel est son engagement politique ou quoi que ce soit. Et là, tu vois les réponses qui te sont données. Puis tu vas dire, ah oui, non, mais tu es sûr parce que par rapport à ça. Et c'est là où tu vois comment ça fonctionne par approximation, ajustement. Et puis, il y a aussi ce côté très flatteur. Quand tu demandes quelque chose à l'IA, tu as l'impression d'être quelqu'un d'extrêmement intelligent, aussi d'avoir beaucoup d'envergure, d'avoir un statut social important, d'être connu de partout et tout. Donc c'est intéressant de tester sur quelque chose que l'on connaît, c'est-à-dire son parcours, par exemple. Ça permet de... Mais j'avais fait l'expérience pour revenir sur la relation qu'on peut avoir avec une IA et comment on peut se laisser avoir, même quand on sait que c'est un outil. Quand il y a eu la mode des starter blocks, là, tu sais, les personnages emballés comme une poupée. Et donc, tu écris, alors là, c'était même pas par oral, c'était par écrit. Donc, tu écris, donc il faut que la poupée ressemble à telle photo, elle porte une robe ou un pantalon et tout. Et tu t'aperçois qu'à chaque fois que tu lui fais des demandes, tu dis « Oh mince, j'ai oublié de te dire ça et tout », parce qu'à chaque fois, elle te propose quelque chose qui est jamais tout à fait bon, ou quelque chose qui est résolu, mais finalement, l'accessoire, c'est pas ça. Et tu te rends compte que tu es en train de parler à cette IA comme si c'était un humain. Et encore là, il n'y avait pas la voix, puisque ce qui est aussi très important, donc par rapport notamment, on va revenir sur même la notion de reconnaissance faciale, de création d'images, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que la vérité quand on peut créer n'importe quelle voix, n'importe quelle image, quand on peut se servir de ta photo pour la faire vivre et te donner presque des dons d'ubiquité, ça c'est vraiment... voilà, n'importe qui peut se faire avoir, même quand on le sait. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on a tous besoin de ce côté affectif où on va parler et que quand la personne nous produit un résultat, il se crée une relation automatiquement, comme beaucoup plus qu'à même avec un animal où on va se dire, on va le replacer. Mais là, c'est quand même assez bluffant. Alors, parlons parce que effectivement, là, le débat, je pense qu'il y a un débat sur les dangers de l'IA qui peut être très intéressant sur les dangers en général de la technologie. Pour aller faire encore une fois l'avocat du diable sur ce que vous venez de dire, si par exemple aujourd'hui, parce que là vous avez raison sur ce que vous dites,
Et ça, en fait, ça rejoint en général la question de Google et de s'informer à travers Google Actualité, c'est-à-dire que c'est la même chose. Qu'est-ce que je dois penser de ce sujet-là, du Yémen, qu'est-ce que je dois penser des vaccins Covid, etc. Et tu vas tomber sur tous les articles des journaux traditionnels. Bref. Aujourd'hui, justement, moi j'ai l'impression, j'aimerais bien qu'on parle d'autres dangers de l'IA, on ira peut-être tout à l'heure, mais là, sur ce que vous venez de dire, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Parce que pour le coup, si tu creuses la question si tu essaies de creuser la question des vaccins anti-Covid et de leur dangerosité en partant des outils qu'on a aujourd'hui au quotidien hors IA, tu ne vas tomber quasiment que sur du mainstream. Il y a YouTube, si tu arrives à creuser, qui va être intéressant. Sur Twitter, peut-être que tu vas arriver à discerner le vrai du faux. Mais c'est les critiques que vous faites sur l'IA, vous pouvez la faire sur les smartphones, sur Google, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Alors que du coup, et l'IA, là-dedans, paradoxalement par rapport à ce que vous venez de dire depuis tout à l'heure, c'est que j'ai le sentiment que l'IA est le seul moyen où tu peux un des meilleurs moyens où tu peux creuser une question en allant dans le côté non mainstream. C'est-à-dire que si tu demandes à l'IA et que tu creuses la question avec lui, il va te donner les sources. Ça, c'est vrai ce que vous disiez, Emmanuel Darles, que si tu attends que l'IA te dise quoi penser, mais là, c'est un danger. Mais ça, c'est un problème, même avec les médias des libres penseurs. Nous, il y a des gens qui attendent qu'on leur dise quoi penser. Oui. Et qui, sauf dans les commentaires, ils nous mettent « Non, mais attends, Marc a dit ça, un tel a dit ça, Mike Borowski a dit ça. » Et oh, les gars, on vous dit pas quoi penser. Pas Dieu. Là, on fait un débat aussi pour pouvoir... Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est pour moi, le vrai problème, il est sur l'être humain. Il est sur comment on utilise un outil. Parce que le peu où j'utilise l'IA, ça me permet de pouvoir gagner du temps sur des trucs. Mais si je prends l'IA comme ce qu'on disait, premier degré, je te demande une réponse, tiens, il faut penser quoi sur le Yémen, par exemple. Le Yémen, moi, ça m'avait fasciné. Parce que quand tu creuses la question, au début, comme tu dis, il va te sortir le blabla qu'on dit d'habitude. Par exemple, au Yémen, tu as les outils qui sont dits les rebelles outils. Oui. C'est méchant. Et si tu commences à creuser la question avec lui, mais attends, va dans le sens. Si on se met à la place des outils, et là, il te donne d'autres informations. Mais donc, ça questionne plus notre rapport à comment on s'informe aujourd'hui et comment on utilise un outil, qui est le même problème que moi, j'ai un petit peu du mal à comprendre le débat qu'il y a sur l'IA, qui est un débat qu'il n'y a pas eu sur Google. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'avoir. Je dis qu'il n'y a pas eu ce débat-là sur Google, qui nous pourrit beaucoup plus la mémoire. Google, on ne parle jamais de comment ça nous enlève nos capacités cognitives mémorielles. Oui. C'est-à-dire que avant, on se posait, il y a 30 ans, les gens se demandaient « c'était qui cet acteur que j'ai vu dans un film ?» Tu te creuses la question, et là, rien que le fait de faire ce ménage pendant 5 minutes qui fait mal à la tête, voilà. Aujourd'hui, tu fais « c'était qui cet acteur ?» Attends, je regarde sur Google, tac, terminé. On ne parle jamais de ce petit truc-là qui nous détruit le cerveau depuis 15 ans à peu près. Oui, alors ça, c'est le désapprentissage, justement. C'est-à-dire que vous avez une question, et puis au lieu de réfléchir, au lieu d'essayer de s'en rappeler, en fait, vous confiez finalement la réponse à un moteur de recherche, etc. GPS aussi. Hein. Oui, GPS. Et vous désapprenez. Moi, par exemple, j'ai des étudiants qui codent avec ChatGPT. Donc, en fait, ils arrivent à la fin du semestre, si on leur fait des interros sur feuille... Mais en fait, là, ils ont tous quasiment 0. Alors, pas tous, parce que j'aime pas caricaturer. Mais en tout cas, certains. Mais encore une fois, c'est le problème de comment on leur apprend à l'école. Oui, mais en fait, il y a un problème. Mais là, où le véritable danger, c'est, si vous voulez, dans l'impact. Si vous avez juste une question que vous demandez à un moteur de recherche, un ChatGPT, ça n'aura pas le même impact qu'un juge qui délègue à une IA pour savoir s'il met quelqu'un ou pas en prison. Ce n'aura pas le même impact, par exemple, de savoir si un médecin en utilisant une IA, va vous détecter un cancer alors que ça se trouve, vous n'en avez pas, etc. C'est pas le même impact. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je finis ce livre en disant le problème, la question n'est pas de savoir finalement ce que peuvent faire ou non ces intelligences artificielles. La question, c'est de savoir qu'est-ce que la société accepte de déléguer ou pas à ces intelligences artificielles. Ça, c'est le vrai truc. Et
et ça, j'insiste bien sur ce point-là, en fait, Romain. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Il peut y avoir des côtés, en fait, où ça permet, au contraire, d'avoir une complétude au niveau de l'information, peut-être à travers d'autres sources, d'autres biais, etc. S'en servir, en fait, sous la forme d'une encyclopédie. Ça, moi, je dis pas le contraire, en C'est fait. là où le débat est compliqué. Voilà. Parce qu'en fait, Mais si on arrive à l'utiliser, oui. mais je suis d'accord, non, mais l'être humain a une capacité à utiliser des bons outils de manière complètement négative et maladroite. Et ça, c'est le gros problème. C'est comment on arrive. C'est le couteau, il peut te servir à couper ta viande ou à buter ton voisin. Sauf que du coup, là, l'IA, je pense que ça peut permettre aux gens d'arriver, notamment si on reprend même les moteurs de recherche. Aujourd'hui, en 2025, tu ne peux plus faire de recherche comme en 2010. Il y a tellement de tout et de rien sur Google. Tu tapes un sujet, tu vas avoir des articles de 2013 alors que tu cherches des trucs récents. Quand tu cherches des trucs récents, tu vas avoir des trucs de l'époque qui sont plus du tout d'actualité. Et l'IA te permet de faire le tri de là-dessus. Oui, mais là aussi, en fait, il y a une forme de catégorisation en fait de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA va prioriser en fait certaines, on va dire certaines sources par rapport à d'autres. Même si en fait, vous avez l'impression que c'est parfaitement complet. Et je passe bien sûr sur silence les problèmes d'hallucination. Non, pas du tout. Non, mais faut rappeler. Ça, je comprends. Faut rappeler. Mais j'ai pas dit ça. Non, je suis d'accord. Enfin, c'était pas du tout. C'est pas dans ce sens-là. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est que il y a quand même ce problème de catégorisation qui va amener une forme finalement de manipulation. C'est-à-dire que c'est l'algorithme qui va vous présenter en avant, qui va mettre en avant. Moi, je vais vous citer un exemple tout bête. Mon livre, quand il est sorti, il s'est retrouvé sur Amazon au rayon sexualité. Voilà. Un essai sur l'intelligence artificielle dans le rayon sexualité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'algorithme, en fait, il était classé dans une catégorie assez généraliste. Il y avait éducation, il y avait mode, il y avait société, il y avait sexualité. Donc, il a dit, c'est pas de la mode, je traite pas de la couture, je traite pas non plus de l'éducation à proprement parler. C'est pas un bouquin pour aller, faire des exercices. C'est pas de la culture au sens, culturel, etc., une pièce de théâtre ou autre. Donc, il a dit, en fait, donc ça peut être que de la sexualité. À défaut, hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un exemple parfait, finalement, des dérives de l'algorithme. Et l'algorithme choisit, finalement, parce que c'est une forme d'invisibilisation aussi, quand vous êtes cassé dans une forme de catégorie qui ne convient pas. Et donc là, en fait, se pose la question, alors oui, on peut dire, oui, bien sûr que ça permet d'avoir une information plus complète. Et ça, moi, je l'admets. Hein. Mais il faut aussi faire attention. Il y a aussi une vigilance, par rapport Et là, moi, la vigilance... Alors, on arrive vers... Vas-y, Laurence. Oui, ce que je voulais dire, c'est l'autonomie. Et le problème, c'est que de moins en moins, on apprend les gens à être autonomes, notamment avec nos smartphones. C'est un vrai sujet, voilà. Donc comme il y a ce désapprentissage, mais aussi cette incapacité à ne pas savoir, à laisser en attente, à laisser venir les informations. Donc, on veut tout de suite, ou on apprend aux gens à vouloir tout de suite, à ne plus supporter la frustration. Ça me rappelle, il y a quelque temps, on disait « Ah oui, mais ils l'ont dit à la télé, alors c'est que c'est vrai ». Après, c'est « La science l'a dit ». Donc ça, c'est ce qu'on nous fait par rapport au CO2, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. On n'a pas attendu l'IA. Voilà. Et maintenant, c'est l'IA qui l'a dit. Alors voilà. Et il y a quand même... ça, je l'entends moins quand même. Vous l'entendez, ça ? Ça viendra. Ça vient de plus en plus. Ça viendra. Non, regardez, c'est l'IA qui l'a dit. J'ai jamais entendu ça. Si, je vous invite à aller voir sur Twitter parce qu'il y a plein de comptes. Vous savez, quand il y a un débat, ils demandent à Grok. Regardez, c'est vrai, c'est Grok l'a dit. Moi, à chaque fois, je suis fascinée, je me dis quand même... Sur Twitter, maintenant, quand il y a une question, est-ce que vraiment ça s'est passé comme ça ? Et puis, donc, on nous met la réponse de Grok qui est faite, qui n'est pas forcément fausse, mais c'est vrai qu'il y a cette idée qu'il y a une vérité, ou en tout cas plus ou moins un décryptage. Mais ça, les gens ont besoin de faire des raccourcis tout le temps. Donc, en fait, que ce soit l'IA vue à la télé ou n'importe quoi. Tout à fait. Ils ont besoin de se rassurer en pensant qu'ils savent, alors qu'on sait que finalement tout savoir est provisoire. Ce qu'on sait sur un moment donné dépend de ce qu'on va apprendre par la suite. Et c'est malheureusement le problème de l'utilisation de l'IA, si un jour c'est que ça à l'école, qui empêche les jeunes cerveaux d'apprendre justement cette autonomie, cette capacité
à avoir un libre arbitre et un regard critique. Et sur l'autonomie, je te rejoins. Et, non, c'était vraiment un vrai sujet, ce que vous dites sur quelles sources arrivent dans l'IA. Et du coup, ce qu'il faut compléter à ce que vous avez dit, c'est comment le sujet va évoluer. Parce que pour l'instant, je sais même pas, il y a 6 mois, je voyais des sources. Nexus était pris en source, Toxin était pris en source. Ouais. Il y avait des trucs sur les vaccins, je demandais, il y avait Toxin qui sortait. Ah oui. Sur le GPT. Oui. Ouais. Donc, on ne peut pas. Donc, c'est quand même beaucoup plus libre que d'autres trucs, pour l'instant. Sûr. Mais on refait la même émission dans un an. Je dis Peut-être pas que ça aurait pas bougé. Ouais. Voilà. Ouais. C'est ça sur beaucoup de choses. Il y avait même, c'était pareil. YouTube était aussi plus libre. Il n'y avait pas le même algorithme. Aujourd'hui, c'est acquis. Il y a beaucoup de YouTubeurs connus qui parlent sans vergogne de l'algorithme qu'il y a là-dessus. Parce que pour eux, c'est même pas de savoir, c'est que du divertissement, donc c'est même pas de savoir si c'est complotiste ou pas, mais pour eux, l'algorithme, c'est que si t'en as un qui dit un gros mot dans 10 vidéos, dans une vidéo sur 10, il va avoir AAB comme truc, et du coup, il va descendre dans les algorithmes, et donc c'est le youtubeur le plus lisse qui va pouvoir remonter. Donc là, quand t'es Toxin, Nexus et tout ça, là, dans l'algorithme, t'arrives tout en dessous de l'échelle. Donc, c'est intéressant de voir comment ça évolue, parce qu'à l'époque, sur YouTube, il y avait une plus grande liberté de parole en 2012-2013. Donc, GPT, c'est même pas tant les données actuellement. J'ai l'impression qu'il est assez libre aujourd'hui en 2025. Mais comment le sera-t-il en 2035 ? Alors, très sincèrement, là, ce que vous évoquez, Romain, et merci, en fait, c'est finalement le conditionnement de la liberté d'expression à la politique, et la liberté aussi d'informer et de pouvoir recevoir de l'information à une forme à la gouvernance politique proprement dite. YouTube a rétabli plusieurs comptes. On s'en réjouit. On rappelle que Google a dit, c'était fin septembre, Google a dit, on a fait de la censure pendant la crise sanitaire. Pour tous ceux qui n'ont pas l'info, c'est vraiment l'info de la décennie. Google a dit, sur pression du gouvernement Biden, on a fait plein de censure. Oui, ils ont supprimé plus de 20 notamment millions. Sur vos contenus. Nous, à François, quand j'étais à François, on avait une de vos vidéos avec Vincent Pavant sur les effets secondaires avec les données de l'EMA. On a du nouveau là-dessus, mais sur les données de l'EMA, cette vidéo avait été censurée par rapport aux panneaux anti-vaccins que vous avez mis, les panneaux publicitaires à Toulouse. Oui, on n'a pas arrêté d'être censuré de toute manière dans tous les sens, mais pas que nous. Je crois que tout le monde, François, Nexus aussi. Même Mike, parce que moi je me souviens qu'on arrive sur le plateau. On arrive sur le plateau et Mike nous dit bon, je vous préviens, vaut mieux pas employer le mot vaccin. Oui, je me souviens. Alors donc t'étais à injection, puis ça sortait tout seul. Moi j'avais une journaliste qui utilisait le mot pic-pic, donc ça faisait pic-pic. C'était un peu étrange. Nous forçait à transformer comme La Fontaine le faisait à l'époque, mais t'es obligé d'adapter le discours pour ne pas te faire. Oui, mais c'est vraiment un abus de droit manifeste. Facebook a supprimé plus de 8 millions de contenus, YouTube c'est plus de 20 millions, etc. Ce sont des nombres qui sont exorbitants. Alors, aux États-Unis, il y a le 4e amendement qui protège justement pour la liberté d'expression. On a vu très bien que finalement, ce 4e amendement, il a complètement été balayé. On revient un peu à une situation un peu normale, mais si demain le gouvernement change, la liberté d'expression changera aussi. Je veux dire, la liberté d'expression, elle n'est pas à géométrie variable. Je veux dire, elle n'est pas adaptable. Donc, effectivement, on peut se réjouir de la situation d'aujourd'hui, mais se pose à un moment donné de la question de cette gouvernance algorithmique. Finalement, ce sont les plateformes qui font la pluie et le beau temps. On est sur de la politique. Il y a un exemple que tu as donné qui est quand même très, très intéressant. Et dans le futur, on nous parle des voitures autonomes, donc qui sont régies par de l'IA. l'IA aussi là-dedans. Tu écrases ta voiture, la programmation écrase quelqu'un. La programmation écrasée, c'est vrai. Oui, il n'a pas su freiner, ou il n'a pas vu, je sais pas, l'IA était distraite. Qui est coupable ? Non, ou même il y a le dilemme, qui est ça au niveau de l'éthique. Je l'ai posé s'il y a une femme avec un bébé, ou alors la voiture peut écraser une femme avec un bébé, ou une femme sans bébé, par exemple. C'est ce que je reprends, trop les problèmes, je le reprends dans ce et donc là, concrètement,
on reproche à qui et comment on a réparation. On voit déjà les problèmes qu'on a dans la SAV de n'importe quel produit électroménager. Là, c'est qui est responsable? Comment on répare? La justice américaine a justement, on va dire, répondu un peu à... Il y a eu 2 affaires aux États-Unis, hein, des voitures autonomes qui ont écrasé des piétons, notamment une mère de famille, une femme au foyer, mère de 3 enfants. Les juges ont condamné les conducteurs au principe qu'ils devaient rester maîtres de leur véhicule. Sauf que si demain ça change un peu, si demain on vous dit écoutez, la voiture elle est 100% autonome, vous n'avez même pas à tenir le volant et que la voiture en fait elle écrase, vous resterez en fait coupable de quelque chose que vous n'avez pas choisi, que vous n'avez pas décidé, qui aura été décidé par un ingénieur dans un bureau d'études avec les volets à moitié fermés et vous paierez finalement de ses propres choix. Et c'est pour ça que ce livre en fait adresse toute cette question autour du flux juridique, aussi de la responsabilité. Illusion d'avenir IA, c'est aux éditions Résurgence de Marco Pieter. Oui. Merci Emmanuelle Darle, merci Laurence Wauquiez. Merci à vous deux d'avoir fait ce débat, c'était passionnant et c'est vrai que ça amène, il y a encore plein d'autres sujets qu'on pourrait. Oui. C'est clair. Non, mais ça se pose vraiment une question, et notamment l'autonomie ou l'évolution des données qui seront mises dedans. Je pense que c'est effectivement quelque chose à suivre de très près. Ça pourrait même être intéressant pour les médias en général de faire un suivi de comment, en fonction de ce qu'on peut, mais de voir comment les sources remontent. Par exemple, est-ce que Toxin est toujours cité ou d'autres, GPTV, etc. Est-ce qu'ils sont cités comme source dans l'IA, en général? Merci à vous deux d'avoir pris le temps. Et je vous rappelle, le magazine Nexus est en kiosque. On n'est pas que sur YouTube, on est aussi près de chez vous et sur nexus.fr si vous voulez directement le prendre en ligne ou vous abonner. À bientôt. Merci à tous. Merci.